Alors j'ai été à peu près 7 mois ministre du Logement sous l'autorité de Gabriel Attal, Premier ministre, et j'ai essayé d'insuffler un certain nombre de réformes libérales. Je comprends les critiques du DPE, pour autant, faut-il supprimer totalement le DPE? J'ai un petit doute. Qu'est-ce qui a bloqué alors du coup à l'époque? Je savais bien qu'en proposant des mesures de réduction de la dépense publique, j'allais pas obtenir des bisous de la part des syndicats. Est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires en France? Oui. Faut-il baisser le nombre de fonctionnaires? Je pense que oui. Dans les forces de l'ordre, la gendarmerie travaille aujourd'hui à des applications qui permettent de synthétiser, de prendre la prise de plainte grâce à une IA qui retranscrit les choses plutôt que de taper manuellement. J'ai souhaité porter une loi anti-squat. Je pense qu'il y avait 90, si pas 95% des Français qui étaient parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut sortir les squatteurs le plus vite possible de la propriété d'autrui. C'est une réforme éminemment libérale en réalité. La licence 4, c'est une loi qui date de 1941, du régime de Vichy à l'époque, qui avait décidé d'interdire la création de nouvelles licences à ceux qui voulaient créer des bars et des bistrots. Les choses ont un petit peu changé depuis 1941. Bonjour Monsieur Kasbarian. Bonjour. Vous êtes en face de Génération Libre qui défend les idées libérales depuis maintenant plus d'une décennie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Guillaume Kasbarian, je suis député d'Eure-et-Loir. L'Eure-et-Loir, c'est Chartres et c'est plein de communes rurales tout autour. Je suis député depuis 2017. J'ai été 2 fois ministre, d'abord du logement, puis ensuite de la fonction publique et de la simplification. Et avant de rentrer en politique, donc avant 2017, j'ai eu un parcours en entreprise où j'étais consultant, principalement dans le domaine de l'industrie, après avoir fait des études économiques et commerciales. J'ai fait l'ESSEC, voilà. Donc j'ai un parcours en entreprise que j'ai eu pendant 8 ans. Ensuite, je suis rentré en politique, j'ai été élu en 2017, réélu en 2022, réélu en 2024. Et après ce parcours et après avoir été en responsabilité gouvernementale à 2 reprises, eh bien, je suis de retour à l'Assemblée nationale depuis janvier dernier. Et donc j'essaye de porter les idées libérales du mieux que je peux et en accord avec mes convictions profondes. D'ailleurs, c'est de ça dont on va parler. On va parler ensemble de votre bilan en tant que ministre, de votre action en tant que député et du libéralisme, à la fois un peu en théorie, les idées libérales, mais aussi comment on les met en pratique. Donc vous êtes défini par la presse comme une figure de proue du libéralisme en politique en France, au sein du bloc central. Alors, qu'est-ce que le libéralisme pour vous et pourquoi c'est important? Alors déjà, je ne suis pas le seul à défendre la liberté. Effectivement, il y en a beaucoup au sein du bloc central qui défendent la liberté, d'autres aussi dans d'autres partis, d'autres formations. Et je pense que les idées libérales sont en train d'ailleurs de regagner du terrain dans le débat public et je m'en réjouis. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est le libéralisme? C'est de placer l'individu, la liberté individuelle, au cœur de la réflexion politique et de la philosophie politique. C'est le cas sur toutes les questions économiques. Et donc la liberté d'entreprendre, la liberté de circuler, la liberté de commercer, la liberté de pouvoir faire du business, la liberté de pouvoir faire croître son entreprise, donc tout ce qui est liberté économique. Mais c'est aussi, si on est libéral réellement et sincèrement, placer la liberté individuelle sur les questions de société, les questions politiques, les questions personnelles. Et c'est donc de se dire que la société, l'État, le collectif n'a pas à vous imposer une morale ou une action qui va à l'encontre de votre liberté individuelle. Du moment où vous ne gênez pas la liberté d'autrui, du moment où vous êtes totalement libre et éclairé, il n'y a aucune raison qu'on vous empêche de vivre de la façon dont vous souhaitez. Ce qui veut dire que sur les questions de société, je suis également libéral, qu'il s'agisse de la question de la fin de vie, qu'il s'agisse de la question du mariage pour tous, qu'il s'agisse de la PMA ou d'autres sujets sociétaux sur lesquels je ne suis pas conservateur, c'est-à-dire que je ne considère pas que ma morale personnelle ou mes valeurs personnelles doivent s'imposer aux autres et contraindre la liberté d'autrui. Donc voilà, pour moi, le libéralisme au sens philosophique et au sens politique, c'est à la fois donc c'est maximiser la liberté individuelle dans tous les domaines, et donc cela veut dire la maximiser aussi bien sur les questions économiques que sur les questions de société et sociétales. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de porter depuis toujours en réalité, en tant que citoyen, puis en tant que député, puis en tant que ministre, effectivement. Justement, je voudrais vous interroger sur comment on fait quand on est ministre. Par exemple, vous avez été ministre du Logement. Comment on fait pour mener des actions visant à libéraliser la société? Par exemple, quand vous étiez ministre du Logement, quel type de réforme avez-vous souhaité mener et quels obstacles avez-vous rencontrés? Alors j'ai été à peu près 7 mois ministre du Logement sous l'autorité de Gabriel Attal, Premier ministre. Et j'ai essayé d'insuffler un certain nombre de réformes libérales au sein du monde du logement. Pourquoi? Parce que le logement, c'est une politique publique qui dépense beaucoup d'argent public, sur lequel on a plus de 40 milliards d'euros si on groupe absolument la totalité des dispositifs pour le logement social, pour l'hébergement d'urgence, pour les APL, pour la rénovation thermique des logements. C'est une politique très interventionniste en réalité en France, probablement beaucoup plus que chez certains de nos voisins européens. Et pour autant, ce n'est pas parce qu'on déverse des milliards et des milliards que les gens sont plus satisfaits de la politique du logement, que le marché du logement fonctionne bien, qu'il est fluide,
et que les candidats à la location arrivent à trouver facilement une location et que le marché immobilier se porte à merveille. Donc il y a une dichotomie entre l'argent et l'investissement public qui est mis dans le logement et les dysfonctionnements que l'on peut tous constater sur le marché du logement. Déjà, j'ai souhaité arrêter avec la complexification administrative et ne pas signer plus de contraintes sur l'urbanisme, sur la construction qui vient renchérir le coût de la construction et donc de faire dysfonctionner le marché. J'ai insufflé une réforme sur le logement social qui allait être examinée si la dissolution n'avait pas eu lieu et qui visait à mettre fin au logement social à vie pour avoir une meilleure rotation du parc social, qui visait à intégrer du logement intermédiaire dans les constructions et qui visait à donner plus de flexibilité sur la loi SRU, qui est une loi qui contraint aujourd'hui les collectivités à construire beaucoup de logements sociaux et qui peut avoir, même si elle a été efficace il fut un temps, peut avoir des effets pervers. Donc j'ai aussi donné plus de flexibilité au DPE, qui est souvent décrié, y compris par les libéraux, mais en changeant le mode de calcul pour les petites surfaces, pour faire en sorte qu'on ne vienne pas pénaliser des studios qui ont un ballon d'eau chaude qui est trop important. Ça m'a été beaucoup reproché par certaines personnes à gauche, mais j'ai assumé de le faire. Et j'ai essayé de donner de la flexibilité sur le marché de l'immobilier dès que j'en ai eu l'occasion. Et le cœur de ce que j'ai fait, mais ça j'avais commencé à le faire avant d'être ministre, c'est une meilleure protection de la propriété privée. J'ai toujours considéré que la propriété privée était au cœur de la pensée libérale, elle est au cœur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et elle est au cœur du libéralisme. Et donc j'ai souhaité porter une loi anti-squat, qui est à la fois une loi qui sanctionne plus fortement les squatteurs et permet de les sortir le plus vite possible quand ça vous arrive. Je parle bien de squatteurs qui débarquent chez vous, que vous ne connaissez pas, etc. Donc là, il y a une procédure maintenant express qui fonctionne plutôt bien et qui permet de sortir très vite les squatteurs par la préfecture sans passer par une longue procédure judiciaire, premier élément. Et deuxième élément, une loi qui a permis de réduire les délais en cas d'impayés locatifs, qui souvent dans les médias sont décrits comme des squatteurs, mais c'est un peu différent. Ce sont des personnes qui ont un bail, avec qui vous êtes en relation contractuelle, mais qui s'arrêtent de payer le bail. Et je pense que le fait de ne pas payer son loyer, ça vient miner la confiance des investisseurs dans l'investissement locatif. Si vous voulez, on déplore souvent que les Français n'investissent pas assez dans l'immobilier locatif. Mais en fait, beaucoup ne le font pas que pour des raisons fiscales, mais ils le font aussi parce qu'ils ont peur de tomber sur un impayé locatif. Et donc j'ai souhaité accélérer les procédures en cas d'impayé locatif prolongé pour que ça aille plus vite et que vous puissiez rapidement récupérer votre bien pour ne pas subir pendant des années des impayés qui vous mettent en difficulté. Donc ce respect de la propriété privée, je l'ai chevillé au corps. Je l'ai eu quand j'étais député et quand j'étais président de commission à l'Assemblée. Et j'ai continué à l'avoir quand j'étais ministre. Si bien qu'aujourd'hui, la gauche me reproche un bilan qui est de 24 000 expulsions en 2024, qui est un bilan effectivement record. On n'a jamais autant expulsé qu'en 2024. Et ce bilan, moi je ne m'en cache pas, je l'assume. Je considère que oui, quand on est face à un squatteur, il faut expulser. Que oui, quand on est face à quelqu'un qui ne paye plus ses loyers et que la justice a ordonné l'expulsion, il faut expulser. Et que par conséquent, je ne rougis absolument pas d'avoir fait procéder, en tant que ministre, de façon rigoureuse à l'application de la loi que j'avais moi-même préparée quand j'étais député. Donc voilà, mon action en tant que ministre du Logement, elle a été de simplifier la vie de l'urbanisme et de donner un peu plus de flexibilité au DPE dans un contexte de corsettement qui était très élevé, de réformer très fortement le logement social pour mettre fin au logement social à la vie et mieux utiliser le parc de logements sociaux, donner plus de flexibilité aux collectivités et intégrer plus de logements intermédiaires dans tous les calculs qui aujourd'hui sont très pervers et peuvent avoir des effets néfastes sur la construction, et protéger la propriété privée, qui est au cœur de la promesse libérale et que j'ai toujours défendue corps et âme. Alors justement, j'aimerais revenir sur la protection de la propriété privée. Vous avez mentionné le diagnostic de performance énergétique. Depuis le 1er janvier de l'année 2025, il y a des centaines de milliers de logements qui ont été retirés du marché parce qu'ils sont considérés comme des passoires thermiques. Alors comment vous conciliez votre volonté de préserver la propriété privée et une législation qui impose des nouveaux critères qui empêchent des propriétaires de louer leurs biens? Alors, c'est tout à fait vrai. Moi, déjà, à l'époque du débat parlementaire sur le DPE, j'avais émis, vous pouvez retrouver des vidéos sur le sujet, j'avais émis un certain nombre de questions à l'époque à la ministre du Logement en indiquant qu'un certain nombre de biens risquaient de sortir du marché locatif et que ça risquait d'aggraver le manque d'offres de logements pour des candidats à la location. Bon, il se trouve qu'on y est et que ça a effectivement eu un effet qui a déflaté l'offre disponible de logements sur le marché, puisque certains ont dit bah, ça coûte trop cher de rénover mon logement. Je ne m'y retrouve pas si je fais les travaux par rapport au coût de à ce que je gagne en termes de location. Et donc, je ne fais pas les travaux ou je vends mon immeuble ou j'arrête de faire de l'investissement locatif traditionnel, voire même je me déporte sur du Airbnb
ou sur d'autres types de locations qui sont moins contraignantes d'un point de vue DPE. Néanmoins, si on revient totalement en arrière et qu'on dit on supprime le DPE, on ne met plus aucune obligation, je m'interroge sur les propriétaires qui, eux, ont joué le jeu vis-à-vis de la loi et qui ont rénové. C'est-à-dire qu'on donne de la flexibilité à des propriétaires dont le modèle économique n'est pas rentable pour faire des travaux. Je l'entends. C'est le cas pour des copropriétés, c'est le cas quand il y a les ABF qui bloquent des travaux, c'est le cas quand il y a un problème économique sur le territoire, je l'entends. Qu'on donne de la flexibilité, j'y suis favorable. Mais supprimer totalement le DPE, je trouve qu'on risque d'envoyer un signal assez délétère à des propriétaires qui, eux, ont dit, écoutez, quoi qu'on pense de la loi, on a joué le jeu, on a respecté la loi, on a dépensé des dizaines ou des centaines de milliers d'euros dans des travaux, et à la fin des fins, vous nous expliquez que parce que certains n'ont pas fait des travaux, en fait, moi, j'aurais jamais dû faire les travaux et j'aurais dû ne pas respecter la loi à l'époque. Et donc, je m'interroge sur le signal d'un retour en arrière complet sur le DPE qui, à mon avis, minerait la confiance d'un certain nombre d'investisseurs et de propriétaires vis-à-vis de la loi qui, quelques années ou quelques mois plus tard, peut être défaite à l'inverse de ce qui a été fait. Donc, voilà, je comprends les critiques du DPE. Je les ai moi-même formulées à l'époque où on avait débattu de cette loi. Je comprends qu'elle a des effets de retrait du marché locatif d'un certain nombre de biens. Pour autant, faut-il supprimer totalement le DPE? J'ai un petit doute. Je suis plus favorable à des mesures de flexibilité, comme d'ailleurs le Changement de mode de calcul. changement de mode de calcul, comme moi je l'avais fait sur les petites surfaces, comme le gouvernement actuel vient de le faire sur le calcul de l'électricité. On pourrait mettre aussi des exceptions, j'avais préparé une loi sur le sujet, mettre des exceptions sur les copropriétés et sur les contraintes ABF. C'est-à-dire que là, le propriétaire est de bonne foi et voudrait faire les travaux, c'est juste qu'en fait, il ne peut pas les faire. Donc, typiquement, là, je pense qu'il faut donner de la flexibilité sur le sujet. Donc, donner de la flexibilité, oui. Supprimer totalement et libérer la totalité des contraintes, voilà, encore une fois, je pense que ça interrogerait beaucoup de propriétaires qui, eux, ont dit quoi qu'on pense de la loi. Nous, on a été de bons citoyens, on l'a respecté, on a fait les travaux. Et ce que vous êtes en train de faire en supprimant totalement le DPE, c'est de nous expliquer qu'on n'aurait jamais dû respecter la loi et qu'on a été un peu bête de faire tous ces travaux-là, puisqu'à la fin des fins, vous supprimez la contrainte. Vous avez parlé de votre action en tant que ministre du Logement. Vous avez été aussi brièvement ministre de la fonction publique. C'est ça, pendant 3 mois auprès de Michel Barnier. C'est ça. Nos auditeurs voudraient savoir les réformes que vous aviez en tête et aussi, une fois de plus, peut-être les facteurs bloquants. Vous avez été très critiqué par les syndicats de la fonction publique à l'époque, ce qui en général pour les libéraux est bon signe. Vous avez voulu, je crois, réformer leur statut, en tout cas interroger certaines pratiques, notamment sur leur congé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu faire et pourquoi vous n'avez pas pu aller au bout de Voilà, certaines alors, réformes? donc j'ai été effectivement 3 mois ministre de la fonction publique et de la simplification au sein du gouvernement de Michel Barnier. J'avais en charge à la fois la fonction publique et la simplification. Sur la fonction publique, mon principal boulot dans cette période-là, qui était entre la période de septembre et décembre, a consisté à préparer le budget et à préparer un certain nombre de mesures d'économie dans une situation d'endettement et de déficit très important. Donc, j'ai proposé de baisser le budget de mon ministère de 25%, pour montrer l'exemple. J'ai proposé de geler le point d'indice. J'ai proposé de ne pas verser la JPA, qui était une prime exceptionnelle versée à certains fonctionnaires et pas à d'autres, et qui n'avait pas vocation à être pérennisée à l'époque où elle a été créée. J'ai proposé d'introduire de la rémunération au mérite, à l'inverse, pour inciter les agents à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et j'ai proposé, quelque chose qui a fait beaucoup parler, de m'attaquer à l'absentéisme dans la fonction publique, qui est assez important, qui coûte 15 milliards d'euros par an. Et qui en fait les périodes d'arrêt maladie que vous avez, il y a 5 millions de fonctionnaires, il y a un certain nombre d'arrêts maladie, il se trouve qu'il y a une hausse qui a été constatée ces dernières années, et qu'au global dans la fonction publique, il y a un nombre de jours d'absence pour maladie plus important que dans le privé. Alors c'est vrai, ce n'est pas partout le cas, sur la fonction d'État, c'est à peu près équivalent à ce qu'on a dans le privé, mais enfin sur la territoriale et sur l'hospitalière, c'est beaucoup plus important que dans le privé. Et donc j'ai proposé un plan avec 3 jours de carence et une baisse de la prise en charge au-delà de la carence. C'est-à-dire le fait de dire, vous avez 3 jours où vous n'êtes pas payé, et au-delà de ces 3 jours, si vous êtes malade et vous êtes en arrêt maladie, à partir du 4e jour, on vous prend en charge 90% de votre salaire et non pas 100% de votre salaire. Ça a fait hurler évidemment bien sûr les syndicats. Moi j'assume d'avoir proposé des économies. Voilà. Donc, je ne fais pas des économies que dans les mots. J'ai été en responsabilité. Et à l'époque, contrairement à d'autres qui aujourd'hui font de grands discours sur la liberté et la baisse des dépenses mais n'ont pas été en responsabilité, moi je l'ai été. Donc je me suis coltiné des syndicats, des manifs, des gens qui n'étaient pas contents, etc., etc. Je l'ai fait. Et je ne l'ai pas fait qu'un peu, puisque c'était plusieurs milliards d'euros au total d'économiser, hein, entre la baisse de 25% du budget, le gel du point d'indice, la suppression de la JPA, les 3 jours de carence et la baisse de prise en charge des arrêts maladie, c'était plusieurs milliards. Donc c'est ça que je me suis attaché à faire en tant que ministre de la fonction publique. Et ça a été un premier volet d'action qui m'a valu. Qu'est-ce qui a bloqué alors du coup à l'époque?
Parce que Mais ça n'a à pas l'époque, abouti, rien. Ce qui a c'est- bloqué, les syndicats n'étaient pas contents, mais je savais bien qu'en proposant des mesures de réduction de la dépense publique, je n'allais pas obtenir des bisous de la part des syndicats. Bon, mais c'est pas grave, moi j'ai jamais raisonné comme ça. De la même manière, quand à l'époque au logement, j'avais passé la loi anti-squat et que je l'appliquais fermement, j'allais pas m'attirer les joies des associations de logement de type Fondation Abbé Pierre & Co. Ou quand j'ai proposé de réformer le logement social, l'Union sociale de l'habitat et tous ceux qui travaillent dans le logement social n'étaient pas ravis des réformes que je proposais. Mais à un moment, moi je considère qu'un ministre, il n'est pas là pour servir un écosystème, il n'est pas là pour avoir peur d'un syndicat, d'un corps intermédiaire, etc. Il est là pour porter au nom des Français et pour les Français et pour l'intérêt général des réformes. Du moment où vous pensez que c'est juste, du moment où c'est cohérent avec votre philosophie et du moment où les Français vous suivent. Moi, à l'époque, les Français, ils ne bloquaient pas sur les jours de carence. Tous les sondages qu'on avait faits sur les jours de carence et la baisse de prise en charge, les Français comprenaient très bien et soutenaient les mesures d'économie. Ça faisait partie des mesures populaires que l'on proposait pour faire des économies et éviter la dérive de l'absentéisme dans la fonction publique. Et j'avais une majorité, puisque le RN à l'époque avait affirmé qu'il ne censurerait pas sur ce motif-là et qu'il n'était pas hostile à l'instauration des jours de carence et à la baisse de prise en charge. Donc j'avais le socle commun qui soutenait, plus le RN qui n'en faisait pas un casus belli et qui acceptait la mesure. Donc moi j'avais une majorité au Parlement. Non, ce qui a cassé les choses, c'est la censure, qui a ensuite débouché sur la nomination de François Bayrou. Et j'étais trop réformateur et trop libéral pour Bayrou, qui n'a pas souhaité me reconduire. Ça, c'est une notoriété, ça a été le sujet. C'est que le Premier ministre était engagé dans une négociation avec le PS. Le Premier ministre Bayrou voulait faire une négociation avec le PS, calmer les syndicats, faire un conclave, travailler avec les corps intermédiaires, etc. Et évidemment que dans un contexte pareil, je ne correspondais plus à l'équation politique que lui-même s'était fixée en disant je veux séduire le PS, séduire les syndicats et travailler avec les corps intermédiaires à un apaisement généralisé dans ce cadre-là. Bon, cela dit, je suis bien content d'avoir proposé ça, parce que si je ne l'avais pas fait, parce qu'au final, certaines de ces économies ont été conservées dans le budget qui a été validé. Alors, pas les jours de carence. Par contre, la baisse de prise en charge à 90%, ça a été maintenu. C'est quand même 1 milliard d'euros, enfin 900 millions d'euros. La suppression de la JPA, ils ne sont pas revenus dessus. Et le gel du point d'indice des fonctionnaires, ils ne sont pas revenus dessus. Donc, ce que je note, c'est heureusement que j'ai fait ces économies, que je les avais annoncées, même si à la fin, ça m'a valu le fait d'être sorti. Mais je me dis que si je n'avais pas fait toutes ces propositions d'économies-là, je ne suis pas sûr qu'au dernier budget, il y aurait eu ces économies validées. Et quand je parle de faire des économies budgétaires, ce n'est pas juste de la théorie de quelqu'un qui est loin des responsabilités, c'est quelqu'un qui a assumé d'en faire et qui s'en est pris plein la gueule pour en avoir proposé. Et après, l'autre volet de ce travail-là, c'était la simplification. On avait un beau projet de loi de simplification qui était issu d'un travail de Bruno Le Maire et Olivia Grégoire. Et donc j'en ai hérité à l'époque, et donc j'étais sur le point d'avoir une majorité pour pouvoir voter ce projet de loi de simplification à l'Assemblée nationale. Et donc j'avais piloté en interministériel la totalité du sujet sur ce projet de loi de simplification administrative qui coupe à la serpe un certain nombre de comités Théodule. Qui a été voté, finalement. Qui, au final, a été voté avec beaucoup de transformations du texte et parfois même des aberrations qui sont contre-productives à l'Assemblée nationale. Mais enfin, c'est le charme de la situation à l'Assemblée actuellement. Sur les locations professionnelles, il y a des contraintes en plus qui ont été fixées sur les locations de biens à des commerçants, par exemple, où on est venu rajouter des complexités particulières. Il y a des complexifications sectorielles qui ont été adoptées sur les data centers. Donc c'est un paradoxe, un paradoxe français. On vote un projet de loi de simplification qui rajoute de la complexité dans certains secteurs. Ah mais bien sûr, c'est l'hypocrisie classique aussi du politique qui vous dit en permanence sur les plateaux faut simplifier, faut simplifier, faut simplifier, mais qui quand il ensuite s'agit de proposer réellement des mesures de simplification et à l'inverse de ne pas proposer de mesures de complexité supplémentaires, parfois peut faire défaut. Alors je dis pas tout le temps. Mais enfin, dans le projet de loi qui a été voté, il y a à la fois de très bonnes choses qui étaient dans le texte initial, qui ont été améliorées par l'Assemblée nationale. Il y a aussi 2-3 pétouilles qui mettent en difficulté des secteurs économiques en créant des complexités que ces secteurs eux-mêmes d'ailleurs dénoncent et nous ont dit attention, corrigez absolument ça. En parlant de complexité, il y a un excellent site qui s'appelle Légifrance qui met une base de données à disposition des Français qui est notamment le nombre d'articles, le nombre de mots, le nombre de codes. Dans chaque code, la complexité administrative n'a cessé de grimper depuis 20 ans. Oui. C'est-à-dire c'est plus long. Et c'est pas qu'une question de nombre de mots ou de codes. Il y a deux choses. Il y a des législations qui ont été passées qui ne s'éteignent pas alors qu'elles devraient s'éteindre. Donc il y a un stock de normes qui ne sont pas forcément réexaminées et qui n'ont aujourd'hui plus beaucoup de sens. Un bon exemple, c'est la licence 4 que vous voyez ici. La licence 4, moi j'ai proposé dès que je suis revenu député de simplifier la licence 4 en disant on arrête. C'est une loi qui date de 1941, du régime de Vichy à l'époque, qui avait décidé d'interdire la création de nouvelles licences
à ceux qui voulaient créer des bars et des bistrots. Donc les choses ont un petit peu changé depuis 1941. Il n'est peut-être pas obligé de contingenter et empêcher dans des villages ruraux la création de bars et de bistrots et donc de leur faire acheter des licences avec un transfert qui est très aléatoire et qui coûte 15 000 balles. C'est un exemple très très concret de simplification, mais vous voyez que c'est une norme ancienne, 1941, sur lequel il faut s'interroger sur le stock qu'on a. Et puis après, il y a le flux. Et après, il y a deux choses. Il y a le stock de normes qui n'est pas forcément réévalué, sur lequel il ne faut pas hésiter à un moment de se dire la situation n'est pas la même qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on voit les choses. Et il y a le flux, sur lequel il faut restreindre à la fois le législateur, mais aussi les ministres qui légifèrent ou qui créent des décrets qui parfois viennent rajouter de la complexité ou de la confusion et qui déstabilisent les entreprises qui demandent à l'inverse de la stabilité réglementaire. Donc c'est à la fois une question de stock, mais ça ne se calcule pas en nombre de mots. Vous pouvez avoir une législation qui est très bavarde avec énormément de mots, mais dont tout le monde se fout et qui n'a aucun impact. Il y a quand même eu en Nouvelle-Zélande, par exemple, et en Australie, des comités de simplification qui mettaient des linguistes et des parlementaires et des universitaires autour de la table pour simplifier en réduisant le nombre de mots, en simplifiant le langage pour que la loi soit connue de tous. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un tel niveau de complexité qu'un contribuable moyen ne peut pas comprendre le code d'impôt. Je ne remets pas en cause, je dis juste que ça ne suffit pas à faire le job. C'est-à-dire que c'est très bien de simplifier d'un point de vue linguistique la loi pour qu'elle soit compréhensible de tous, c'est un travail louable, mais ça ne suffit pas. Moi, quand je suis arrivé au logement, je vais vous dire un exemple très concret, tiens, je vais vous le raconter. Et puis vous couperez si jamais vous voulez couper. Mais enfin, je raconte un exemple. Quand je suis arrivé au ministère, du logement, premier décret qu'on me propose, c'est un décret qui visait à créer une police du permis de construire, police administrative du permis de construire, et qui visait à rajouter des pièces justificatives supplémentaires sur les demandes de permis de construire. Si demain vous voulez construire votre maison ou faire une extension, on vous demandez plus de pièces justificatives et on crée en plus de ça une police administrative nouvelle en complément de tout ce qui existe déjà. Moi j'ai dit je suis désolé, je viens d'arriver, je ne suis pas là pour pondre des complexités supplémentaires, ça va rajouter encore du fonctionnaire, ça va rajouter de la complexité et ça va mettre plus de contraintes sur l'urbanisme que les élus locaux ont du mal à appliquer. Donc je n'en veux pas et je ne le signe pas. J'ai renvoyé le décret et je leur ai dit c'est très simple, je ne signerai pas ce décret. Et on m'a dit oui, mais c'est ton prédécesseur qui avait lancé l'initiative, etc. Il faut bien. J'ai dit non, je suis désolé, je suis sur le libéralisme, la simplification et le fait d'arrêter de pondre de nouvelles normes qui viennent alourdir le code de la construction et de l'urbanisme. Donc je ne vais pas moi-même prendre des décrets qui vont dans un sens inverse à quoi je crois. Et j'ai fait désactiver la griffe automatique, qui est une signature automatique qui est apposée sur certains décrets. Donc j'ai dit à partir de ce moment-là, c'est très simple. Dès que vous avez un décret, vous me le faites lire. Et il est hors de question que quiconque me fasse signer un truc ou signe avec une machine quelque chose que je n'ai pas lu au préalable. Voilà. Bon, ben, ça, donc typiquement. Vous êtes en train de dire dans tous les ministères, c'est. Mais chaque jour, dans chaque ministère, on vous propose des décrets. Oui. Et signé automatiquement alors? Alors, pas forcément automatiquement. Vous avez une griffe si vous n'êtes pas là, si vous êtes absent, etc., qui vous donne une délégation et qui fait que d'autres autour de vous peuvent signer. Parce que vous n'êtes pas en capacité de signer vous-même, parce que vous êtes en déplacement et qu'il y a une urgence, etc. Moi, j'ai retiré la griffe automatique et je ne faisais pas ça. Parce que je tenais à lire, c'est pas que je ne faisais pas confiance à mon administration, je voulais être sûr que ce qui était pondu et proposé par l'administration était cohérent avec ma philosophie politique, celle de plus de liberté, moins d'administratif et plus de simplification. Donc c'est une question d'hygiène par rapport à une philosophie politique qui a toujours été, encore une fois, au cœur de ce que j'ai fait. Voilà. Après, je ne donne pas de leçons aux uns et aux autres, je dis que c'est moi comme ça que j'ai fonctionné. Et c'est quand même très intéressant, c'est très concret comme libéralisme, mais pour en revenir à l'inflation normative, qu'est-ce que vous pensez par exemple du one in, two out? Donc par exemple l'idée que pour chaque nouvelle norme, on en retire deux. Alors c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Moi, je suis favorable parce que ça force les uns et les autres à réfléchir au-delà de créer de la loi, qu'est-ce qu'on supprime. Je l'ai même proposé dans le projet de loi de simplification avec un amendement qui a été adopté de ma part, qui vise à dire pour tous nouveaux comités, conseils, haute autorité, machin créés, vous en supprimez deux. Et donc en réalité, c'est quelque chose qui va pousser, si c'est adopté en définitive, ce que je souhaite, ça poussera le législateur et l'exécutif, quand ils ont l'idée de créer un nouveau bidule, de supprimer deux autres bidules. Donc c'est une suite convergente qui converge vers un. Bon. Ce qui va permettre à la fois de forcer les uns et les autres à se dire qu'est-ce qu'on réduit plutôt que qu'est-ce qu'on crée en permanence, et qui mécaniquement au cours du temps vous fait réduire réellement le nombre de comités et d'instances consultatives. Voilà. Donc ça a gueulé, la gauche a bien évidemment voté contre, en disant quel scandale, vous osez demander la suppression de comité. Oui, j'ose demander la suppression de comité. L'amendement a été adopté, je m'en réjouis, j'espère qu'il sera conservé dans la version finale, mais c'est exactement le principe de one in, two out. Voilà, vous en créez un, vous en supprimez deux, c'est très bien, ça force chacun à réfléchir à ce qui est essentiel. Voilà, pour revenir
La conversation qu'on avait précédemment, c'est sur la fonction publique. On a parlé de conditions de travail des fonctionnaires, mais il y a la question du nombre qui se pose. On a près de 6 millions d'agents de la fonction publique, quel que soit le statut. C'est beaucoup, c'est plus qu'à l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez du dernier budget? 3000 fonctionnaires en moins, est-ce suffisant? Et comment arriver à la réduction du nombre de fonctionnaires en France? Quelle stratégie adopter? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. J'essaye de décomposer. Un, est-ce qu'on a plus de fonctionnaires dans notre pays qu'ailleurs? Oui, tout à fait. On en a plus. Et d'où vient cette augmentation? Quand vous regardez les courbes et que vous lisez les rapports de la Cour des comptes, clairement, ces dernières années, c'est dans la territoriale. Vous savez qu'il y a 3 fonctions publiques: l'État, l'hospitalière et la territoriale. Il se trouve que sur les 3, là où ça a le plus augmenté, c'est la territoriale. C'est là où il y a eu le plus grand nombre d'augmentations de fonctionnaires. Alors, parfois ça peut se justifier, parfois pas, mais enfin, force est de constater très factuellement que c'est là où il y a eu le plus d'augmentation du nombre de fonctionnaires. Donc, quand on dit qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires, c'est pas que l'État. Il faut aussi regarder là où ça a augmenté ces dernières années. Alors, je sais que ça ne fera pas plaisir à certains élus locaux ou certaines associations d'élus locaux, mais enfin, il faut quand même regarder les chiffres et d'où vient l'augmentation du nombre de fonctionnaires, premièrement. Ensuite, vous avez d'autres pays, quand vous comparez, qui n'ont pas une fonction publique qui englobe à la fois l'État, l'hospitalière et le territorial. Dans certains pays, la fonction publique est centrée uniquement sur le régalien, sur tout ce qui est défense, sécurité, justice, ordre public, fonction publique d'État, etc., qui est donc en gros les missions régaliennes de l'État. Sur les autres fonctions publiques, d'autres pays ont fait le choix de faire diverger le statut et de dire c'est un statut commun pour ceux qui travaillent à l'hôpital ou ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales. C'est aussi une interrogation et une question qu'on peut se poser, c'est faut-il continuer à avoir une seule fonction publique qui englobe les 3 et qui a les mêmes règles, le même statut, le même fonctionnement, ou faut-il à un moment décorréler et se dire que le statut est sanctuarisé sur les fonctions régaliennes du public, mais qu'à l'inverse, il est libéralisé et flexibilisé sur les futurs recrutements qui concernent l'hôpital ou qui concernent les collectivités locales? C'est une question qu'il faut, à mon avis, se poser. Sinon, on ne fait pas de réforme structurelle. Bon. Et après, la question de dire est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires, moi je pense que oui. Mais après, il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc comment est-ce qu'on arrive à le faire? On y arrive déjà en s'interrogeant département par département, secteur par secteur, ministère par ministère, collectivité par collectivité. A-t-on besoin de remplacer tous les départs en retraite? Et il se trouve que, à la fois parce qu'on a des évolutions démographiques, qu'on a des évolutions technologiques, avec parfois de l'intelligence artificielle qui arrive et qui facilite la vie administrative des agents, qu'on n'a peut-être pas besoin partout de remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. Et donc, sans même évoquer la question de faut-il garder tous les fonctionnaires existants, puisque je veux dire, ça c'est un autre débat, et là pour le coup politiquement c'est sensible, on peut s'interroger sur le sujet, on peut faire un plan de départ volontaire en disant ceux qui veulent partir, éventuellement, ça existe dans l'armée, hein. C'est ce qui s'est passé quand il y avait une pyramide dans l'armée qui était inversée, qu'il y avait trop de généraux, trop de cadres de l'armée, on a proposé à certains de partir moyennant finance. On leur a dit vous prenez un chèque, et vous allez vous reconvertir dans le privé. Donc on sait faire des plans de départ volontaires dans la fonction publique. Donc c'est une question, c'est faut-il en faire à nouveau dans certaines hautes administrations ou certaines administrations où il y a trop d'administratifs? Est-ce qu'il faut envisager ce type de mécanisme? Et puis ensuite, il y a la question du recrutement futur, donc avec le remplacement ou pas de certains fonctionnaires dans les différentes administrations. Et là, je crois, et j'avais initié à l'époque un travail de vraie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de GPEC, où j'avais demandé à chacun des ministères de s'interroger sur le besoin futur de recrutement en fonction de la démographie à traiter, par exemple le nombre d'étudiants, le nombre de gamins à l'école, le nombre de patients à l'hôpital, le nombre de personnes dans les EHPAD, etc., mais aussi en fonction de toutes les applications potentielles de l'intelligence artificielle. Et on a des exemples très concrets aujourd'hui qui permettent d'avoir moins d'administratifs dans l'administration grâce à l'IA. Je prends un exemple. Dans les forces de l'ordre, la gendarmerie travaille aujourd'hui à des applications qui permettent de synthétiser, déjà de prendre la prise de plainte grâce à une IA qui retranscrit les choses plutôt que de taper manuellement les choses. Vous avez France Travail qui aujourd'hui prépare ses entretiens grâce à l'IA, donc plutôt que de lire les CV, les parcours et regarder les offres, vous avez des logiciels qui permettent à un agent de gagner 1 heure sur la préparation d'un entretien avec un demandeur d'emploi. Vous avez dans la justice, sur tout ce qui est administratif, des tribunaux qui sont fer de lance pour avoir des logiciels qui synthétisent la procédure, écrivent et aident les greffes, etc. Et donc en fait tout ça, demain, et ça va très très vite, va faire gagner un temps de dingue aux différents agents. Et tant mieux, parce que ça va permettre d'accélérer les délais, de traiter mieux les choses, et d'avoir des agents qui se concentrent sur leur vraie valeur ajoutée, qui n'est pas de faire de la paperasse, qui est d'avoir du contact humain avec le public, de s'engager pour le public. C'est la même chose pour des infirmières qui passent leur temps à remplir un certain nombre de choses de papier ou de logiciels. Si demain ils ont des outils qui sont un peu plus adaptés, ils passeront beaucoup plus de temps avec les patients
et moins de temps sur de l'administratif. Et donc ça veut dire que toutes les fonctions qui sont liées à de l'administratif ont vocation à baisser à l'avenir. Et ça, j'en suis convaincu, et tout le monde en est convaincu, tous les experts en sont convaincus. Si tant est qu'on applique l'IA et qu'on l'intègre dans énormément de choses dans la fonction publique. Mais si vous faites ça demain, c'est bingo pour tout le monde. Les agents publics peuvent se consacrer, existants, peuvent se consacrer beaucoup plus au public plutôt qu'à la paperasse. Vous n'avez pas besoin de recruter tout autant qu'auparavant, parce que pour toutes les fonctions administratives, vous avez gagné énormément de temps, et donc vous économisez même sur le sujet. Vous pouvez même vous permettre de répartir les gains de productivité en vous disant qu'on va mieux payer les fonctionnaires qui restent, parce que du coup, vous avez moins besoin de recruter de nouveaux fonctionnaires. Donc on peut même imaginer un système où on les paye mieux demain grâce à tous ces outils-là. Donc c'est un monde d'opportunités qui s'ouvre à nous, et ça serait quand même un peu stupide de s'en priver. Donc voilà, donc pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires en France? Oui. D'où vient l'augmentation, principalement ces dernières années, de la territoriale? Faut-il baisser le nombre de fonctionnaires? Je pense que oui. Faut-il revoir leur statut? Je pense que oui. Je pense qu'on peut décorréler la fonction publique d'État des autres fonctions publiques. Si on baisse le nombre de fonctionnaires, comment est-ce qu'on fait? À la fois en s'interrogeant sur faut-il faire partir dans certains services des personnes avec un plan de départ très volontaire, si certains souhaitent se reconvertir dans le privé. Ça existe déjà, parce que je sens que ça va gueuler, ça existe déjà et ça a même déjà été fait dans certaines fonctions publiques, dont l'armée. Et sur le recrutement futur, faut-il ajuster les recrutements? Oui, on peut tout à fait le faire grâce aux évolutions technologiques qui font gagner un temps de dingue et qui, du coup, devraient nous interroger sur le fait qu'on ne remplace pas forcément un fonctionnaire par un autre. En tout cas, pas partout et pas n'importe comment. Est-ce que 3000 ça suffit? Non, probablement pas. Face à la masse de fonctionnaires et face aux enjeux de la baisse de dépenses publiques, non, en réalité, c'est beaucoup plus qu'il faudrait ne pas remplacer. Mais sauf que ce n'est pas un truc qui tombe. Je pense que les logiques mécaniques de on n'en remplace pas un sur X, elles sont un peu uniformes et c'est un peu le truc, on l'a déjà d'ailleurs testé, ça peut avoir des effets pervers. Par contre, je pense que ministère... Ça n'a pas très bien fonctionné sous Sarkozy, par exemple. Non, c'est pour ça que moi je suis plutôt favorable à une vraie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, où vous demandez à chacun des ministères, chacune des collectivités, chacun des hôpitaux de faire une gestion prévisionnelle des recrutements et des besoins futurs de RH, et donc d'ajuster en fonction les recrutements futurs. Mais c'est un travail qui se fait finement et qui ne tombe pas du ciel en vous disant du coup pour une personne qui part, vous n'en remplacez pas un demi. Quoi. Enfin, le risque, c'est que ce soit une réforme entre guillemets marginale en termes de nombre. Là, vous avez une approche verticale qui est probablement efficace, effectivement, c'est une bonne chose. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi s'interroger de manière horizontale sur le périmètre d'action de l'État? C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Canada dans les années 90. Jean Chrétien, effectivement, il a fait une revue des dépenses de chaque ministère, mais en posant aussi une question. Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être fait par le privé, par les collectivités locales ou par la société civile? C'est tout à fait vrai. C'est une question qu'il faut tout à fait aborder. En bon libéral, moi je considère qu'effectivement, il faut augmenter la liberté individuelle, réduire le champ d'action de l'État, des collectivités dans nos vies, et qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce que l'État fait bien, qu'est-ce que les collectivités font bien et qui doivent continuer de faire, et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait être fait avec plus d'efficacité et plus de productivité par le privé, et donc avec un meilleur bénéfice pour tout le monde. Donc c'est des questions structurelles qu'il faut se poser. Mais ça, je pense que ça fait partie d'un débat de société structurant sur lequel il faut prendre le temps d'avoir ce débat-là public. Ça pourrait faire l'objet d'un grand débat nouveau format, mais qui inclut les gens dans cette réflexion-là. Si vous le faites venant d'en haut en disant bon, on va arrêter ça, et c'est comme ça aura du mal à passer sociétalement et politiquement. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel les citoyens eux-mêmes doivent se dire ok, je renonce à ce que ce service soit fait par l'État ou les collectivités, et j'accepte que ce soit un secteur concurrentiel qui est opéré par des opérateurs qui sont en concurrence et qui me proposent plusieurs offres sur le sujet. Mais c'est un vrai travail de fond qui prend du temps, qui nécessite un débat apaisé et qui ne se fait pas sur un coin de table à l'occasion d'un budget dans un contexte en plus politique qu'on connaît actuellement. C'est un débat probablement de niveau présidentiel et même au-delà de la présidentielle qui doit prendre un certain temps. D'ailleurs au Canada, ils avaient pris beaucoup de temps, je crois, pour faire cette réforme-là. Mais oui, il faut poser cette question. Ouais. Oui, puis vous pouvez même poser une autre question qui est, parmi tout ce qui est fait par l'État, qu'est-ce qui a vocation à être 100% pris en charge pour tous? Qu'est-ce qui doit être éventuellement facturé? Et donc quel devrait être le reste à charge pour l'usager? Et est-ce que ce reste à charge doit être le même pour tout le monde ou est-ce qu'il doit être différencié en fonction des personnes? Ça fait partie des questions structurelles. Par exemple, vous pouvez très bien vous dire que dans notre système français sur la santé, imaginons que les Français disent on veut continuer à ce que ce soit du public
de la santé avec voilà, un fort investissement public sur le sujet. La question qui peut se poser immédiatement après, c'est de dire, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on continue à avoir une facturation, est-ce qu'on continue à avoir une prise en charge quasiment intégrale de tous les soins, ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des soins sur lesquels on accepte de payer plus, de participer quand on est consommateur de ces services publics. Et donc, c'est des questions aussi qu'il faut savoir aborder. Je pense qu'il y a à la fois horizontalement le fait de se poser la question de qu'est-ce qui doit être du ressort de l'État, des collectivités, de l'hôpital public, etc. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'à l'inverse on renonce à faire de façon publique. Mais il y a aussi, si on décide de le faire public, quel est le modèle économique derrière? Est-ce que c'est un modèle financé par les impôts, financé par des cotisations? Est-ce que c'est un modèle qui est 100% pris en charge? Ou est-ce que c'est un modèle qui doit donner lieu à facturation aux usagers? Est-ce que cette facturation, elle est la même pour tous ou elle est différenciée en fonction soit des revenus individuels ou soit de l'intensité de la consommation que vous pouvez avoir? Vous pouvez imaginer qu'en mairie, vous faites facturer un certain nombre d'actes que vous demandez à votre mairie. Pourquoi est-ce que ça serait forcément gratuit? Sachant que rien n'est gratuit, puisque tout ce qui est gratuit, c'est payé par nos impôts. Donc, à un moment, il faut poser aussi ces questions-là. Mais ça, c'est un débat qu'il faut avoir sereinement et qui prend du temps. Oui, je voudrais, pour finir, revenir sur le réformisme libéral que vous avez essayé d'incarner avec difficulté. Et justement, vous sembliez dire tout à l'heure que les difficultés venaient moins des Français que de la classe politique ou de la haute fonction publique. Nous, c'est notre conviction à Génération Libre, qui est de dire, quand on regarde les sondages, sur certaines choses, par exemple, il y a un sondage à paraître qui montre que les Français sont favorables à la remise en cause du statut de la fonction publique. Donc, qu'est-ce qui vous bloquait le plus? Est-ce que c'est les sondages, enfin, vous sentiez que les Français résistaient, ou c'est plutôt des corporatismes, des groupes d'intérêt C'est totalement ça. Moi, je rejoins totalement votre constat. J'ai toujours pensé que les Français sont des libéraux qui s'ignorent. Sur toutes les mesures et toutes les réformes libérales que j'ai proposées, j'ai le sentiment que les gens comprenaient pourquoi je le faisais et qu'ils étaient plutôt derrière. Quand je dis qu'il faut réformer la loi anti-squat et donc sortir plus facilement les squatteurs pour mieux protéger la propriété privée, je pense qu'il y avait 90, si pas 95% des Français qui étaient parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut sortir les squatteurs le plus vite possible de la propriété d'autrui. C'est une réforme éminemment libérale en réalité, philosophiquement. Elle vise à renforcer et à sanctuariser la propriété privée. Et j'ai pas senti que les Français étaient vent debout sur le truc. Qui était de vent debout? C'est la Fondation Abbé Pierre, les professionnels de l'écosystème, de l'hébergement d'urgence et de l'hébergement, etc. Donc l'écosystème, le corporatisme et tous ceux qui sont engagés en réalité très idéologiquement sur le sujet. Mais l'écrasante majorité comprenait. Les jours de carence, la majorité des Français étaient favorables au fait de dire ouais, on va aligner le public et le privé sur les jours de carence. La capitalisation, regardez les sondages sur la capitalisation, il y a de plus en plus de Français qui y sont favorables. Qui disent, moi j'aimerais bien cotiser pour moi-même, faire fructifier mon épargne et ensuite vivre librement de ce que j'ai cotisé à l'âge que j'ai envie, avec ce que j'ai décidé d'investir dans l'économie réelle. De plus en plus libéraux les Français. Sur la simplification administrative, quand on vous dit il faut arrêter d'emmerder les Français vous disent bien sûr, arrêtez de nous emmerder, c'est trop compliqué, il y a trop de règles, il y a trop de normes, etc. Mais l'écrasante majorité des Français sont hyper libéraux. Voilà, quand ils vous disent il y a trop de comités, trop de commissions, trop de machins, et que ce sentiment-là, il est partout, mais c'est évidemment un appel à des réformes libérales qui est formulé. Quand ils voient des corporations qui résistent contre des réformes, à l'époque, il y avait les taxis, rappelez-vous de la question de taxi versus Uber, etc. Les Français, ils n'étaient pas en train de dire, c'est merveilleux, les taxis, on adore, on veut interdire le VTC, on veut interdire Uber, on est contre ça. Ils étaient derrière en soutien de réformes qui visaient à libéraliser un secteur. Et donc, moi, je pense que vous prenez tous les sujets. La fin de vie, les Français sont favorables. La fin de vie, les Français, ils vous disent, laissez-nous choisir la façon dont on veut mourir. Et donc, ça ne veut pas dire que moi-même, je vais utiliser cette façon-là, mais c'est laisser aux Français le choix, le libre choix. Donc, prenez la totalité des débats qu'on a, enfin, la totalité, j'en sais rien, mais en tout cas, une grande majorité des débats structurants sur lesquels les libéraux proposent des choses, les Français sont d'accord. Vous avez déjà une connotation du mot libéralisme et liberté qui est dégueulasse, mais issue de décennies de dénigrement venant de la gauche, de l'extrême gauche, des communistes, des marxistes, voilà, des artistes aussi parfois. Voilà, il vaut mieux être de gauche, parce qu'on est gentil quand on est de gauche, on est méchant quand on n'est pas de gauche, et on est très méchant quand on est libéral. Et alors on est très 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 méchant quand on est très libéral. Bon, donc en fait, il y a une sorte d'inversion qui fait qu'en gros, le mot libéralisme, le mot liberté, toute cette philosophie-là, qui pourtant a des racines très profondes en France, est dénigrée systématiquement d'un point de vue intellectuel, dénigrée à l'université. Regardez, on a bien une députée qui est aujourd'hui ancienne vice-présidente d'université et ancienne prof d'économie, qui, quand on lui parle des agriculteurs, dit « moi, j'en ai rien à taper de la rentabilité des agriculteurs ». Donc, vous voyez bien que derrière, vous avez tout un pan de société qui a connoté, qui a essayé de faire passer une idéologie marxisante
et antilibéral à toute une génération. Donc, Comment on c'est fait ça alors, qui du m'inquiète. Donc, mais sauf que quand vous prenez mesure par mesure, vous dites pas c'est une mesure libérale ou une réforme libérale, vous dites voilà, je vais m'attaquer aux squatteurs. Les Français vont dire ok, je vais égaliser les jours de carence, ok, je vais vous donner la liberté sur la fin de vie, ok. Donc vous voyez bien qu'en fait les Français ils sont totalement prêts à des réformes courageuses de structure très libérales. Il ne faut peut-être pas les appeler réformes libérales parce que sinon effectivement vous avez plein de personnes qui vont accoler un mot libéral derrière. Mais en réalité moi je suis convaincu que les Français sont des libéraux qui s'ignorent. Pourquoi pas appliquer en France un populisme libéral type Javier Milei en disant bon, il y a quand même des élites qui essaient de garder leur précaré, leurs corporations sont puissantes et en fait, par contre, les honnêtes gens, souhaitent des réformes en fait. Mais c'est peut-être Est-ce que effectivement. c'est pas la voie à suivre Mais pour c'est un libéralisme populaire à la française, populaire dans la mesure où on prend en compte Vous l'avez dit. le quotidien des gens, et on fait rentrer la liberté dans le quotidien des gens, et populaire dans la mesure où en fait, il y a une popularité, c'est-à-dire il y a une attente. Finalement, même si les gens mettent pas le mot dessus, c'est un peu le phénomène gilet jaune, bonnet rouge, en fait il y a des syndromes. C'est où créer il y a le sentiment, un libéralisme populaire, remettre la liberté au cœur et expliquer aux gens qu'ils ont tout à gagner de la liberté et de plus de liberté dans leur vie. Que ce soit dans leur vie économique, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle. Et qu'ils ont raison de gueuler et de s'insurger quand ils voient l'État qui s'immisce, l'État, les collectivités, le pouvoir public qui s'immiscent dans tout dans leur vie, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie privée. Et donc oui, je suis d'accord avec vous, il faut probablement une dynamique en tout cas de libéralisme populaire qui propose aux gens de répondre à leurs attentes profondes sur plus de liberté et propose de le faire non de façon très théorique, mais de façon très concrète sur des objets du quotidien. Voilà, vous en avez marre des squatteurs, eh bien on va les sortir. Vous en avez marre de ne pas avoir de bistrot dans votre petit village, eh bien on va supprimer la contrainte sur la licence 4. Vous en avez marre de ne pas avoir le choix entre plusieurs concurrents sur certains services, eh bien on va vous mettre plus de concurrence. Vous en avez marre de ne pas pouvoir choisir la façon dont vous voulez en terminer avec votre vie, eh bien on vous laisse la liberté de choisir. Donc si vous voulez, toutes ces réformes-là, ce sont des réformes extrêmement concrètes, c'est du quotidien, donc c'est du libéralisme du quotidien, du libéralisme populaire, et c'est probablement par ces actions-là et cette pensée-là qu'on arrivera à redonner corps à ce vent de liberté qui effectivement a lieu dans d'autres pays, qui en plus produit des résultats. Quand vous regardez les résultats en Argentine, ils sont très encourageants. C'est un laboratoire à ciel ouvert de l'application du libéralisme dans une société qui était très interventionniste et très marxiste en réalité. Et donc c'est tout à fait positif. Et il faut à la fois se servir de ces exemples-là et de notre aspiration française profonde à la liberté. Moi, je n'oublie pas que la liberté, c'est quand même la première valeur de notre devise. Voilà. Et si on l'a mis en premier, c'est pas pour rien. Voilà. Et relisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté, la propriété privée, l'initiative individuelle sont partout dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc intrinsèquement, les Français ont une longue appétence pour la liberté. C'est une super transition vers ma dernière question. Le libéralisme est une tradition intellectuelle assez française, on l'oublie. La génération libre, on rappelle tout le temps que les physiocrates ont influencé Adam Smith, que Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville ont eu un rôle très important dans la pensée libérale internationale. Et vous, quels sont les penseurs qui vous ont influencé, notamment français, dans votre action quotidienne ? Alors moi, il y a un penseur libéral qui me semble être aussi aux sources du modèle libéral français, qui est Bastiat. Et donc quand vous lisez Bastiat, ce qu'il disait à l'époque sur la loi, parce qu'il a été aussi législateur, il était essayiste, il a été aussi législateur, il a même siégé à gauche de l'hémicycle à l'époque. Vous voyez, le libéralisme n'est pas forcément à droite ou à gauche, le libéralisme il est au-delà de ce clivage-là. Et Frédéric Bastiat a toujours eu chevillé au corps la liberté individuelle et la contestation du constructivisme, et notamment du fait que certains s'érigent avec une morale au-delà et au-dessus des citoyens et veulent leur imposer un fonctionnement économique ou personnel qui est le leur. Et donc, ce combat contre des responsables politiques qui veulent régenter la vie de la société et s'ériger au-dessus de la société pour mieux la contraindre, ce combat-là était le combat de Bastiat. Et il a été aux sources donc de la pensée philosophique libérale française, et il a inspiré même d'autres libéraux internationaux. Après, sur l'international, Hayek par exemple, qui est un grand penseur libéral anglo-saxon, qui lui-même était très opposé au constructivisme, avait écrit un essai de Constitution of Liberty, qui avait aussi écrit un texte sur pourquoi est-ce que je ne suis pas conservateur, Why I am not a conservative, et qui faisait d'ailleurs très bien la transition en disant voilà, moi je suis un libéral, mais je ne suis pas pour autant conservateur, parce que les conservateurs ont la même idéologie en réalité que les socialistes, ils veulent imposer aux autres
un modèle qui n'est pas forcément celui qui est choisi librement par les individus. Et donc toujours cette critique de ceux qui veulent régenter la vie des individus s'érige comme étant une autorité morale supérieure. On se demande pourquoi d'ailleurs. Et veulent expliquer que voilà, il faut intervenir sur l'économie, intervenir dans la vie privée, empêcher les uns et les autres d'agir comme ils le souhaitent. Eh bien, ça, c'est le moteur même du libéralisme. Il se trouve que Frédéric Bastiat l'a fait en tant que penseur libéral français, que d'autres l'ont fait à l'international comme Hayek l'a fait, et que ça fait partie des auteurs que moi j'ai toujours dans ma jeunesse, que j'ai découvert, que j'ai lu, qui m'ont parlé, enfin, qui m'ont évoqué des choses qui m'ont ensuite guidé dans mon action politique quand j'ai été élu et quand j'étais en responsabilité. Donc ça fait partie de mes références intellectuelles que j'assume parfaitement. Alors, qu'est-ce que votre libéralisme en 2 mots? Voilà. Alors, mon libéralisme, c'est un libéralisme intégral. C'est de se dire, dans tous les domaines, que ce soit des domaines économiques ou personnels, comment est-ce que je donne plus de liberté aux individus, aux citoyens? Comment est-ce que je leur rends de la liberté d'action pour qu'ils puissent agir comme ils le souhaitent, du moment où ils n'empiètent pas sur la liberté d'autrui? C'est toujours la limite qu'il faut avoir. Mais tant qu'ils n'empiètent pas sur la liberté d'autrui, tant que ceux qu'ils font les regardent, ne gênent personne et n'empiètent pas sur la liberté d'autrui, comment est-ce que je peux leur redonner confiance en eux pour qu'ils puissent agir très librement? Vous avez eu beaucoup d'expérience, notamment par rapport à votre âge de ministre. Avec du recul, quelles seraient 3 réformes libérales qu'il faudrait mener en France? Alors, je pense que l'urgence, là, à court terme, elle est sur la partie budgétaire. On a un déficit structurel qui est trop important, plus gros que tous nos voisins. On ne peut plus augmenter les prélèvements obligatoires qui sont déjà à un niveau record. Et on a un endettement qui ne cesse de croître depuis des décennies, depuis les années 70. Donc, on a un besoin urgent de rationaliser la dépense publique, de la baisser et de faire des choix. En disant, il y a des politiques publiques qu'on va arrêter, d'autres qu'on va mieux faire fonctionner, d'autres qu'on va facturer peut-être différemment. Mais on ne peut pas continuer à avoir un tel déficit, donc c'est la réforme prioritaire et c'est le travail des mois qui vont venir. Je serai force de proposition pour proposer plus d'économies budgétaires que ce qui a été proposé à ce stade par le gouvernement. Donc, j'ai plein d'idées, plein de propositions pour pour diminuer la dépense publique, accélérer cet effort de baisse de la dépense publique sans augmenter les impôts. Je crois fermement qu'on ne peut plus augmenter les prélèvements obligatoires dans notre pays. C'est plus possible. Ensuite, si on rentre un peu dans le détail, il y a une réforme essentielle qui est quand même l'éléphant dans la pièce, qui est la réforme la plus importante parce que c'est elle qui coûte en réalité le plus aux Français, c'est les retraites. Quand vous regardez sur 1 000 € de prélèvement obligatoire, vous avez plus du quart, on est entre le quart et les 2/3 de ce qui vous est prélevé, finance le système des retraites. On est sur une pyramide de Ponzi, avec un système dont on a hérité, dont je ne suis pas le créateur, qui est un système par répartition, qui fait que les actifs d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous avez cotisé depuis X années que vous avez droit à quelque chose. Vous cotisez aujourd'hui pour financer la retraite des retraités d'aujourd'hui. On a manqué le train en France de la capitalisation depuis des décennies, donc on n'a pas profité de toutes les augmentations boursières et de toute l'augmentation de la valeur dont on aurait pu tirer profit si on avait investi à l'époque avec de grands fonds et avec de la capitalisation. C'est comme ça, mais il n'est pas trop tard, et donc je pense que l'éléphant dans la pièce, c'est la question des retraites, parce que c'est aujourd'hui la source la plus importante de dépenses publiques, et que l'introduction de la capitalisation, voire même la maximisation de la capitalisation, permettrait de sortir de ce cercle vicieux dans lequel on est entraîné, qui est celui d'une répartition éternelle, mais qui est totalement déséquilibrée d'un point de vue démographique, qui va mettre des générations futures dans une difficulté monstre, et qui ne peut pas indéfiniment ne pas être réformée. Et donc je pense que c'est la réforme prioritaire. Et tant qu'on ne le fait pas, si vous voulez, quand vous voulez à un moment baisser la dépense publique, si vous regardez la micro-dépense qui représente 0,2% du budget, bon, c'est sympa, ça peut être symbolique, ça peut être sympa politiquement, ça peut marquer les esprits, mais enfin, c'est pas ça qui résout l'équation. Donc si à un moment on veut être sérieux et résoudre l'équation, il faut regarder les grandes dépenses. Donc vous avez la question des retraites qui est pour moi la question centrale. Donc baisser la dépense publique au global, première réforme, et regarder dans les grandes masses où sont les grandes masses, et la première des grandes masses, c'est quand même les retraites. Donc c'est quand même la réforme importante à mener dans les années qui viennent. Ouais. Donc ça fait 2. Ça fait 2. Après... c'est déjà beaucoup. Hein, mais... Non, mais après, je pense que vous avez la réforme de la simplification qui est actuellement en cours au Parlement, est une bonne dynamique. Moi, je souhaiterais qu'elle soit la plus ambitieuse possible et qu'on aille le plus loin possible. Mais la simplification administrative à tous les étages, la débureaucratisation à tous les étages,
c'est probablement une réforme qui est essentielle. Mais après, à ce moment-là, si vous me faites rentrer dans ça, je n'ai pas fini, parce qu'il y en a une quatrième qui est la réforme du logement et notamment du logement social. Moi, je regrette qu'on n'ait pas réussi à ce stade à réformer profondément le logement social et mettre fin au logement social à vie. Qu'on ait des personnes aujourd'hui qui sont rentrées dans le logement social il y a 20 ans et qui continuent à occuper un logement social alors qu'ils gagnent beaucoup plus, qui parfois ont hérité d'un patrimoine, qui n'ont plus leurs enfants à la maison et qui gardent un T4 et un T5, qui payent une bouchée de pain alors qu'ils gagnent beaucoup plus et qu'ils ont parfois du patrimoine, mais je trouve ça scandaleux. Voilà. Et après, on va dire, oui, mais il y a une file d'attente qui est vachement importante. Ben oui, mais il y a une file d'attente importante parce que vous avez 5 millions de logements sociaux en France, qui est un record d'Europe, et que vous avez des gens qui restent à l'intérieur d'un logement social alors qu'ils n'ont plus rien à y faire. Alors c'est sûr, on peut très bien se dire, du coup, la seule solution, c'est construire plus, construire plus, construire plus. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas construire. Mais enfin, il faut quand même s'interroger sur le fait à un moment de secouer le cocotier et de se dire qu'il y a un parc de 5 millions de logements sociaux et ça ne pose aucun problème qu'il n'y ait pas de rotation et qu'on garde un logement social à vie. Je vais vous provoquer, mais est-ce que c'est pas du maquillage? Enfin, c'est-à-dire c'est incrémental votre truc, mais est-ce qu'il ne faut pas redonner les logements sociaux aux gens? C'est-à-dire vendre les. Et tout à fait. parcs Alors, il y a HLM, des dispositions. comme en qui Angleterre, existent. ce qu'a fait Mais- Margaret Thatcher dans les années 80. Exactement. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter votre logement social. À Chartres, ici, par exemple, vous avez une politique assez dynamique d'acquisition de votre logement social avec des cotes. C'est-à-dire, plus longtemps vous avez été locataire du logement social, plus vous avez une décote sur l'achat d'un logement social du parc. Donc, le fait de pouvoir faire une France de propriétaires où un maximum de locataires de logements sociaux achètent leur logement social. Ce qui en plus fait plus d'argent pour les bailleurs qui peuvent ensuite construire plus de logements. Donc c'est un système très vertueux que je soutiens totalement. Est-ce qu'il faut aller un cran plus loin? Oui, je suis parfaitement favorable à ça. Mais effectivement, c'est probablement il y a un big bang à attendre dans la politique du logement aujourd'hui. On ne peut pas continuer à avoir une politique qui dépense 40 milliards d'euros par an dans un marché qui est complètement corseté, avec des dysfonctionnements majeurs, des encadrements des loyers qui ne fonctionnent pas, un déficit de construction qui est très important, du logement social qui s'encroute avec un parc énorme qui est le plus gros d'Europe et sur lequel il y a zéro rotation. Voilà, donc à un moment, voilà. Et certains osent dire qu'on ne réglemente pas assez, on ne contingente pas assez, on ne régule pas assez, qu'il faudrait plus réglementer, contingenter, réguler le logement. On est déjà dans une politique du logement qui est parmi les plus régulatrices et les plus réglementées du monde. Donc c'est peut-être qu'il y a un problème. Et ça marche pas. Et ça ne marche pas. Regardez ce qui se passe en Argentine. Il y a eu des efforts massifs de libéralisation du marché du logement menés par Milei, où il a fait péter l'encadrement des loyers, où il a libéré les baux entre locataires et propriétaires en disant vous mettez ce que vous voulez dans le bail, c'est vous qui décidez, c'est plus forcément 3 ans, vous fixez les conditions vous-même. Alors, tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu au début une phase d'ajustement où les loyers ont vachement augmenté, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de plus en plus de propriétaires qui ont décidé de louer parce que c'était plus libre et qu'on a eu tout d'un coup plein de logements qui sont venus sur le marché. Et comme vous avez eu plein de logements sur le marché, les prix se sont stabilisés et ils sont redescendus parfois dans certains quartiers à des niveaux qui étaient inférieurs à l'encadrement des loyers qui préexistaient. Preuve en est que plus de fluidité sur le marché, plus de liberté entre propriétaires et locataires, c'est plus d'offres sur le marché et donc un prix qui se régule de façon plus efficace. Mais typiquement, cette conception, ça c'est quelque chose que certains sont incapables de comprendre parce qu'ils sont dans une idéologie complètement marxisante et leur objectif c'est de mettre tout le monde dans le logement social et d'attaquer la propriété privée et de faire des Français 100% de locataires sociaux. C'est pas ma vision, voilà. Donc, mais ça c'est typiquement une réforme qui est amenée, donc elle est très importante, elle me tient à cœur. Et je regrette là pour le coup de ne pas avoir eu assez de temps pour pouvoir la proposer. Je suis resté que 7 mois ministre du Logement, c'est pas mon choix, hein. Il y a une dissolution qui nous est tombée sur la tête. Mais ça fait partie des réformes qui seront de toute façon à mener dans les années qui viennent. On ne pourra pas continuer à être aussi inefficace sur la dépense publique dans le logement. Donc voilà, donc pour répondre à vos questions, vous avez la baisse du déficit, la réforme des retraites qui est quand même la mère des batailles parce que c'est quand même la dépense principale, la dépense publique principale. La simplification et la débureaucratisation à tous les étages pour implémenter de l'IA un peu partout et s'attaquer au stock et au flux de normes. Et si j'avais une réforme, un gros big bang dans le logement, y compris dans le logement social, c'est probablement des réformes importantes qui seraient à mettre en œuvre. Mais c'est pas, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. L'important, c'est d'être réformateur. C'est pas le nombre de réformes qu'on propose, c'est de se dire est-ce qu'on a tous cet état d'esprit de se dire il faut réformer, il faut libéraliser, il faut redonner plus de liberté aux gens. Si on n'est pas dans cette logique-là, ça ne marchera pas. Il y a avoir une classe politique aussi réformatrice que ce que souhaitent les Français. Oui, je suis d'accord. C'est ce qui nous manque parfois, mais c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'il faut prendre son bâton de pèlerin et continuer et proposer. Voilà, moi j'ai mon bâton de pèlerin et je continue. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.